Bonsoir et merci de votre fidélité. Nous sommes installés pour ce numéro sur l'aire d'exposition littéraire de la Semaine nationale de la culture, Bobo 2014, la Biennale de la culture qui a lieu ici à Bobo toutes les années paires. Pour ce numéro, je reçois un jeune auteur, Sansan Tori Nyen. Son recueil de nouvelles, Le prix de la trahison, est un condensé d'histoires extraordinaires. Des faits quotidiens de la vie sociale sont exposés dans ce recueil, bercé par l'amour, la culture, la trahison, mais également l'ingratitude, les vices et les vicissitudes de la vie. Ces nouvelles nous portent vers une réalité bien connue, laquelle l'auteur est là pour nous répondre. Sansan Tori Nyen, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes diplômé de l'École nationale de la magistrature, l'ENAM. Vous êtes également titulaire d'un master en planification de projet. Et vous travaillez actuellement à la direction régionale de l'économie et de la planification des hauts-bassins ici à Bobo-Dioulasso. Pourquoi un économiste planificateur s'intéresse-t-il à la littérature? En fait, c'est le hasard qui m'a amené au ministère de l'économie et de la planification. Sinon, au départ, je n'étais pas un planificateur. J'ai fait l'administration générale à l'ENAM et par des circonstances fortuites, on m'a affecté au ministère de l'économie et des finances. Et c'est là-bas que j'ai eu le goût de la planification et j'ai suivi des études en planification. Sinon, au départ, je n'étais pas un planificateur. Et vous vous intéressez à la littérature, qui est votre passion? Oui, je m'intéresse à la littérature parce que j'ai fait le baccalauréat de série A4, un candidat libre. Et maintenant, je suis entré à l'École nationale d'administration et de magistrature. Maintenant, une fois au ministère de l'économie et des finances, j'ai pris le goût et j'ai fait la planification. Le prix de la trahison, c'est votre premier ouvrage, un ouvrage qui dévoile les maux de la société burkinabé, tout comme ça peut être une autre société. Le recueil est composé de 8 nouvelles. Vous vous attaquez à des questions qui se posent à l'humain tout court, pas seulement à l'homme noir, à l'Africain. Mes nouvelles s'adressent à l'homme parce que ce soit la société africaine, la société européenne, ces nouvelles ont une portée universelle. Ça s'intéresse aux blancs, aux noirs, aux jaunes, à tous ceux qui sont des êtres humains sur la terre. Donc, le comportement humain, la manière dont les hommes se comportent dans la société se retrouve partout. En Europe, et on rencontre en tout cas des comportements qui ressemblent aussi à ceux des Africains, parce que nous sommes tous des hommes. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les Africains qui sont indexés dans une loi. Ça intéresse tout le monde. Je l'ai dit, près d'une dizaine de nouvelles composent votre recueil. D'abord, la nouvelle qui a donné le titre à l'ouvrage, Le prix de la trahison. On en a par exemple sur la séduction, des leçons de séduction que vous donnez dans le titre La séductrice. Vous avez également le mariage où à partir des descriptions, des histoires que vous racontez, ça nous renvoie à des espaces, mais également à des temps donnés, une sorte de chronique de la vie. En tant qu'un passionné de la littérature, un homme d'écriture, je m'intéresse au comportement humain. Donc, j'étudie l'homme. Et c'est ce qui fait que j'observe la société et je sais tout ce qui se passe et j'écris. Et en écrivant, j'écris sur les hommes, les femmes, les hommes, tout ce qui se passe dans la société. Donc, en fait, ce sont les réalités de la vie sociale quotidienne que j'essaie de retracer. Et mon ouvrage parle de tous ces problèmes, les maux de la société, les vicissitudes, telles que vous l'avez si bien dit. Bon, en décrivant ces nouvelles, je ne peux pas me contenter de parler uniquement des hommes dans la société. Il faut décrire aussi l'espace. Parce que l'espace où vivent les hommes. Mais donc, ça donne une certaine beauté au texte. Ça donne aussi une certaine beauté à l'histoire. Et ceux qui lisent savent que l'histoire se déroule dans un cadre bien défini. La nature et tout ce qui nous entoure, l'environnement. Et c'est ce qui fait la beauté de l'histoire aussi qu'on rencontre. Parce que ce n'est pas les faits racontés seulement qui donnent
comment dire, l'intérêt au texte, mais c'est aussi l'environnement et tout ce qui nous entoure et tout ce qui constitue, en tout cas, comment dire, le décor qui intéresse les lecteurs. Et dans, par exemple, la nouvelle La Séductrice, c'est littéralement un cours de séduction que vous offrez aux lecteurs de votre recueil. Oui, bon. Je dirais oui, bon, parce que, en fait... Je vous lis un passage. Vous dites le passage de Bibata brouillait les souvenirs de Watil. Elle vint s'arrêter devant lui, puis virevolta, ensuite fit 2 pas, puis s'arrêta. Faisant mine de tâter une feuille sur l'arbre, elle souleva la jupe de l'autre main, dévoilant ses cuisses bronzées à l'attention du jeune homme. Aussitôt, elle fit une volte-face compliquée d'un regard séduisant qui ne dura qu'une seconde et se courba grattant son pied avant de se redresser de manière à laisser la manche de son tricot se glisser sur le bras gauche. Je préfère ne pas continuer. Bon, en fait, c'est un jeune homme qui a accompagné sa grande sœur à l'école parce que sa grande sœur avait un examen à passer. Et ce jeune homme est assis sous un arbre en train de lire un roman de Jules Verne, et à côté de la maison du directeur. Donc il y a la petite sœur de la femme du directeur qui était là, et voyant qu'il n'y a personne dans la cour, et il y a le jeune homme à côté de la porte sous un arbre en train de lire, et en tout cas elle sait, je ne sais pas si c'est un coup de foudre, je ne sais pas par quel, qu'est-ce qui l'est arrivé, elle a commencé à séduire le jeune homme. Donc c'est l'histoire comme ça. Et à partir de cette histoire, vous décrivez des scènes, vous décrivez des moments, oui, bon, parce que des instants décisifs, comme pour le photographe qui est là pour capturer l'instant décisif. Oui, parce que ce jeune homme n'avait pas connu de femme. Ce jeune homme n'a pas connu de femme. Donc, Bibata aussi, peut-être compte tenu de l'environnement, compte tenu du fait que c'était dans un village, n'avait pas aussi de copains. Donc, elle a profité de l'absence de son tuteur, le directeur, et se poser avec Watil, qui est ce jeune homme-là, qui était seul dans la cour de l'école, pendant que sa sœur et puis d'autres élèves étaient en classe. C'était un peu loin, et elle a profité de cette occasion pour les séduire et l'amener à commettre ce qu'il ne fallait pas commettre. Justement, oui, c'est ça la partie de l'histoire ou la partie du film qui devient intéressant. Ce qu'il ne faut pas commettre. Et l'auteur, le narrateur, n'est pas passé par 4 chemins pour nous le décrire, mais en étant très subtil dans la description, dans les faits qui sont relatés. Oui, bon, parce que, en fait, je n'ai pas voulu aller dans l'érotisme, voilà, par exemple. Dans l'érotisme, mais j'ai essayé de décrire la scène pour donner à réfléchir. C'est-à-dire au lecteur maintenant d'imaginer le reste. C'est ça. Un peu comme le cinéaste avec sa caméra qui suggère, mais qui ne dévoile pas tout. Effectivement. Dans l'art de l'écriture, on ne doit pas tout dévoiler. Il faut laisser, en tout cas, le temps au lecteur de réfléchir. De réfléchir la suite, d'imaginer comment toute la scène s'est passée et non de lui dire tout ce qui s'est passé exactement. Vous voyez. Et comme la littérature étant aussi une œuvre artistique, donc ça demande les réflexions, ça demande à aller beaucoup plus loin, à creuser la tête pour comprendre. C'est comme quand on prend par exemple les œuvres de Picasso ou de Léonard de Vinci, on met du temps avant de comprendre réellement ce qui véhicule comme un message. Vous voyez. Et donc un écrit tel que La Séductrice qui évoque des histoires érotiques, bon, ne doit pas être décrit de la manière dont les romans policiers le font, mais on doit quand même le décrire avec diplomatie, une certaine pudeur pour permettre au lecteur de comprendre, de réfléchir et de comprendre.
Oui, et dans la nouvelle qui a donné le titre à l'ouvrage, Le prix de la trahison, ce qui est édifiant, c'est le sort réservé à Bernadette. Bernadette, malgré tout ce qu'elle est, malgré la force de caractère qu'elle a, n'a pas résisté à ce qu'on peut dire, ce que le sort de la fille lui a réservé. Oui, bon, ici c'est pour montrer le caractère émotif de la femme. Parce que bon, Bernadette étant une femme, a supporté difficilement cette trahison. Surtout que Julien a amené sa copine devant elle, dans la même maison. Donc Bernadette ne pouvait plus supporter. Donc c'est ce qui fait que Bernadette est tombée, bon, en attendant tout ce qui se passait à l'intérieur, en voyant comment Julien embrassait la fille, et tout ce qui s'est passé, tout ce film-là a fait que Bernadette a fini par s'emporter et à se laisser aller. Et justement, cette façon peut-être de présenter l'attitude de Julien par rapport à Bernadette, c'est comme si c'est une sorte de revanche que l'homme veut prendre sur la femme. Est-ce que c'est ce que le narrateur a voulu nous faire comprendre? Non, puisque à la fin de l'histoire, Julien a écopé en tout cas un désastre. Donc ici, c'est pour montrer en fait le mauvais côté de l'homme. Et en même temps, dire que tout mal finit par... Tout mal se termine... Tout mal a un salaire. Tout mal a un salaire et ça se termine de la manière dramatique. C'est ce que j'ai voulu montrer. Parce que même étant tombé, on l'a transporté à l'hôpital, Bernadette est allée lui rendre visite. Et elle s'est retournée, elle a dit, Julien, c'est le prix de la trahison. Elle est telle que la manière dont elle est marquée, donc elle a tenu aussi à se venger en lançant ce mot-là à Julien. Voilà. Et vous terminez par exemple la série de vos nouvelles par le mariage, comme pour dire que la vie, il n'y a pas que la trahison, il n'y a pas que l'ingratitude, il n'y a pas que le découragement, mais il y a des dénouements heureux à tous les événements qui arrivent à l'humain tout court. Oui, bon, c'est pour dire que malgré la trahison, il y a la joie. Il y a la joie. Et il y a aussi le vrai amour. Donc ici, en fait, c'est comme si bon, j'ai évoqué en quelque sorte la dualité même de la vie. La joie, la tristesse. La tristesse. Donc, l'amour, la haine. L'amour, la haine. Donc dans la vie, on expérimente la joie, on expérimente aussi la tristesse, on expérimente la trahison, on expérimente aussi la fidélité. Et tout ce que, donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Et dedans, vous y décrivez des espaces, vous y racontez des histoires, mais en même temps, ça nous renvoie à des moments et à des périodes où on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Afrique, malgré une certaine modernité, reste toujours attachée à ses valeurs culturelles, à ses valeurs fondamentales. Et oui, parce que nul ne peut échapper à sa culture et nul ne peut aussi tourner le dos à sa culture. Donc l'Afrique, malgré en tout cas la colonisation, malgré la culture occidentale, malgré le choc que l'Afrique a subi, le choc culturel que l'Afrique a subi, mais l'Afrique reste néanmoins rattachée à sa culture. Et c'est cette culture-là que j'essaie de décrire dans l'ouvrage. Parce qu'il ne faudrait pas que la culture africaine se perde. Il faut que ça résiste avec le temps, que les générations à venir puissent toujours découvrir ce qui se passe en Afrique, la culture africaine. Étant donné qu'aujourd'hui, toutes sortes de comportements, se remarquent, toutes sortes de cultures, toutes sortes de langues sont importées en Afrique et même on tente à légaliser ce que les Africains même
ne tolérait pas il y a longtemps. Donc il faut de temps en temps évoquer les éléments culturels de l'Afrique dans les écrits pour que nos enfants, la génération future, puissent rester toujours attachés à l'Afrique et à ses valeurs culturelles. Oui, abordons à présent les thèmes que vous abordez dans l'ouvrage Le prix de la trahison, Oui. votre recueil de nouvelles. Il y a d'abord l'amour, il y a la trahison, Oui. il y a l'ingratitude, Oui. il y a le découragement, un certain nombre de thèmes qui foisonnent. Bon, je l'ai dit que je suis un observateur, en tant qu'écrivain, je suis un observateur de la société. Je m'intéresse au comportement humain, j'étudie les hommes et je décris exactement ce qui se passe. Maintenant, au lecteur d'en tirer des leçons, mais sans donner des leçons, les leçons elles-mêmes se donnent dans l'ouvrage. Et on le voit, votre façon d'aborder ces questions, ces thématiques, cet art de la société tout court, vous le faites comme une sorte de cisailleur de conscience. C'est-à-dire, vous n'allez pas droit frontalement, mais vous essayez d'aller latéralement, mais on reçoit le coup frontal. Bon, en fait, je peux dire que c'est une technique d'écriture, c'est une technique de discours, bon, qui n'autorise pas, oui, qu'on aille frontalement, mais qu'on on contourne, on passe de côté et on dit exactement ce qui se passe. Donc c'est exactement ce que je fais. Un peu comme dans l'homélie. Oui, un peu comme dans l'homélie, c'est les théologiens, ceux qui détiennent en tout cas la science du discours de Dieu. Les choses ne se disent pas de façon frontale. Oui. Donc dans l'art de la préparation des discours de Dieu, ce qu'on appelle l'homélie, c'est que les pasteurs ou les prêtres, en tout cas, donnent à l'Église, ils ne parlent pas directement dire la vérité, mais ils contournent et ils disent la vérité. Maintenant, ils donnent à réfléchir. Et quand on réfléchit, c'est une vérité, en quelque chose qui est choc, mais qui n'est pas frontale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis libre d'être ce que je suis. Je ne suis pas tenu de vous écouter, par exemple, Sansan Torigné, mais en fait, Sansan Torigné s'invite dans mon quotidien à travers le prix de la trahison en essayant de me ramener à moi-même, à ma conscience. Bon, effectivement, la façon de dire ces choses, c'est en fait dire la vérité. Et lorsque on remarque des tares dans la société, je pense qu'il faut dénoncer des tares pour que les hommes se corrigent. Donc en réalité, tout ce que j'ai décrit, c'est pour amener les hommes à réfléchir et non seulement à trouver des solutions aux problèmes, à tirer des leçons et à éviter. C'est-à-dire, c'est une sorte de miroir pour que chacun se mire. Selon qu'il est femme ou homme, et de tirer ce qui est bon, de tirer des leçons, et de chercher des solutions et pour construire sa vie. Donc c'est effectivement ça. On va aborder la dernière partie de cette émission, les intentionnalités d'écriture. On le voit, le prix de la trahison, c'est un style soigné, digeste, pour raconter une réalité déjà connue. Oui, parce que la littérature, c'est un art. Élargir la beauté. La beauté dans la littérature, ce n'est pas seulement raconter de façon simple de belles histoires, mais c'est de soigner aussi la langue. C'est d'utiliser des figures de style, c'est de travailler des tournures pour donner une certaine beauté au texte. Et moi, je n'écris pas seulement pour transmettre des émotions, pour transmettre simplement des messages et aux grands et aux petits, mais tout ce que j'écris, ça a une valeur pédagogique en matière de la langue. Donc c'est pour que... Surtout qu'aujourd'hui, on voit que les niveaux... Voilà, surtout qu'aujourd'hui, on voit que le niveau de l'enseignement en langue baisse. Donc je me dis qu'un écrivain
aujourd'hui, doit écrire avec rigueur, en tenant compte de la langue, pour permettre aux élèves, pour permettre à nos enfants qui viennent de lire, d'apprendre aussi, de continuer à apprendre la langue au lieu d'écrire de façon lapidaire. Vous voyez, donc c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est pour tout simplement rendre beau le texte, c'est pour rendre à la littérature sa beauté, que je mène la rigueur, que j'écris avec rigueur, que je travaille le style pour que ça soit agréable à lire. Et c'est tout cela qui fait la beauté de la littérature et tout ça aussi qui fait que la littérature est un art. Et qu'on l'appelle les belles lettres. Les belles lettres, effectivement. Et pour vous, le prix de la trahison, ce recueil de nouvelles, vous le voulez qu'on le considère comme une œuvre didactique ou simplement une œuvre de littérature? Le livre vise à informer, à transmettre le message, mais aussi à éduquer. Donc, je pense que le livre doit être didactique et non une littérature simple. Sinon, j'allais l'écrire autrement. C'est ma vision. Justement. Et vous allez l'écrire autrement, les prochains projets, par exemple, je sais que vous êtes sur un projet de roman, en dehors du recueil de nouvelles, et puis un troisième ouvrage d'ici là. L'écriture, c'est un appel pour moi. Donc je dis que l'écriture, c'est un appel pour moi parce que j'ai senti cet appel très jeune, déjà à l'école primaire. Et j'ai pris la décision d'écrire. Ouais, j'ai pris la décision d'écrire. Donc, je voudrais faire de la littérature une véritable profession, même si je ne vis pas de la littérature. Donc je voudrais qu'en écrivant, mettre toute mon âme, mettre tous mes moyens physiques, intellectuels, moraux, pour présenter en tout cas de belles œuvres pour le public, pour les élèves et pour les étudiants. Donc c'est ma vision. Et après le roman, peut-être la poésie ou encore le théâtre? Bon, j'ai des manuscrits en poésie et même en théâtre que j'ai mis dans le tiroir. Mais je ne sais pas si un jour je vais les publier. Mais je me dis que s'il plaît à Dieu, peut-être un jour je les publier. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que le prix de la trahison, c'est un recueil de nouvelles qui fait voyager le lecteur dans plusieurs aspects de la vie et qui se laisse lire aisément parce que c'est bien écrit. Il permet aux personnes peu expérimentées d'être averties des problèmes de l'existence. Merci Sansan Tori Nye d'être venu parler de votre recueil et de venir parler également de la littérature. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci pour votre attention et à la prochaine pour d'autres aventures humaines à travers la littérature. Au revoir.